Et donc là, on est très heureux d'accueillir donc Anaïs Lapelle qui donc est résidente, artiste résidente, donc qui est arrivée en octobre au sein de l'école et qui va y rester jusqu'à la mi-janvier. Anaïs, tu es artiste, tu es diplômée des Beaux-Arts de Nantes, mais aussi d'un diplôme à Bruxelles, je crois, en image imprimée, hein, c'est ça. Donc il y a aussi cette question de l'image imprimée, en tout cas importante encore dans ton travail, et ce qui explique aussi en partie cette insertion dans l'atelier édition de ta résidence. Donc tu es aussi impliqué dans plusieurs collectifs, notamment le collectif Kata, hein, Atelier de la survie. Peut-être que tu en parleras, je ne sais pas. Et ta pratique se déploie un peu comme ça, de manière un peu tentaculaire, j'ai l'impression aussi, mais enfin à travers quand même une multiplicité de médiums, l'édition, la création sonore, la musique aussi, enfin non, parce que j'ai vu cette terminologie de musique, justement, j'étais assez curieuse de voir comment elle venait dans ton travail, et souvent tout se cristallise au sein d'installations, quand même, c'est assez important. Et là, tu es en résidence en fait pour finaliser, en tout cas une étape, peut-être la dernière, je ne sais pas si c'est la dernière, mais étape d'un projet qui s'intitule L'écume du chaos, qui est une enquête-création sur le territoire de la Hague et la relation entre les habitants, les imaginaires et l'infrastructure nucléaire, en fait. Et donc, dans ce que tu as énoncé comme aussi une tentative de questionner la place des imaginaires de l'antinucléaire dans un moment de relance en force de cette industrie, effectivement. Il y a un salon qui vient de se tenir, où j'étais assez frappée, le salon du nucléaire, il y a quelques semaines. Et c'est vrai que, bon, voilà, on est en plein dans ces enjeux. Et au moment où tu avais présenté justement ta candidature pour la résidence, oui, tu avais très bien articulé cette question de travailler aussi sur ces récits, aussi en direct sur le territoire, en fait, pour essayer de comprendre, en fait, ces relations à la fois conscientes, inconscientes, objectivables, mais aussi en même temps fait de peur et de fantasmes autour de cette industrie. Donc voilà. Et donc cette étape, c'est un livre, une édition, donc que tu entends pouvoir finaliser au mois de janvier. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Super, ça marche. C'est bon, vous m'entendez ? Merci beaucoup pour cette présentation hyper complète. Donc je vais me répéter. Je m'appelle donc Anaïs Lapelle, je suis effectivement artiste visuelle et sonore. Je fais beaucoup d'installations. J'habite à Nantes. Nantes, c'est vraiment mon QG parce que c'est pas forcément le territoire de prédilection. Je suis pas sûre d'être une artiste d'atelier. Mais bon, après, je suis diplômée que depuis 6 ans, donc moi-même, je sais, ma pratique est un peu en train de se déposer là, au fur et à mesure des expériences. J'ai pensé cette conférence en 5 parties, 5 chapitres, oui. Le premier, je me suis dit que j'allais revenir sur les notions que j'avais mis dans le titre, parce que recréer malgré tout résistance, éthique et post-capitalisme, je me suis dit que c'était peut-être un peu ambitieux, et que du coup, on allait peut-être déconstruire ces notions ensemble, et que je vous présente aussi la place que ces notions prennent à l'intérieur de mon travail. Ce sera l'occasion de peut-être présenter des références, en l'occurrence. Un bref retour sur mon parcours, je me dis qu'en fait, en tant qu'étudiante, ancienne étudiante, j'étais peut-être friande de savoir par quel méandre avaient pu passer des artistes que je rencontrais. Donc ça sera très très bref, très chronologique. Je vais vous présenter des travaux, seulement 3, en me disant le moins le mieux, comme ça on pourra un peu rentrer dans le détail. Et j'ai l'impression que c'est des travaux qui, à eux seuls, concentrent tout un tas de problématiques. Et du coup, l'avant-dernière partie, donc, ça sera plus consacré au projet que je mène actuellement. Et donc là, je vais vous présenter plutôt des espèces de bribes de l'écume du chaos, et du coup, qui est en lien avec la recherche que je suis en train de mener ici. Et dans un dernier, ultime temps, la parole sera à vous, si vous avez des questions ou des commentaires. Plutôt des questions. Voilà. Donc, commençons. Donc, recréer malgré tout, résistance, éthique et post-capitalisme, ces notions, je les ai choisies, ça aurait pu vraiment être d'autres. J'ai voulu me prêter au jeu de sélectionner des notions clés. Et donc, c'est celles-ci qui ont popé à ce moment-là, dans la mesure où c'est quand même des mots qui reviennent très régulièrement dans des candidatures ou dans ma note d'intention que je peux adresser. J'ai décidé, pour me donner confiance,
dans cet exercice, d'apporter avec moi la présence physique de ces références. Donc, recréer malgré tout résistance vient de cet ouvrage, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est La survivance des lucioles, de Georges Didier Huberman, qui est en fait une sorte de regard sur la notion de luciole, telle que théorisée et employée par Pasolini, et telle que mis en critique aussi par Pasolini à la fin de sa vie, où il était complètement écœuré. Et donc, je vais plutôt lire les mots de Didier Huberman qui sont plus précis que les miens. En 1974, Pasolini développera amplement son thème du génocide culturel. Le véritable fascisme, dit-il, est celui qui s'en prend aux valeurs, aux âmes, au langage, aux gestes, au corps du peuple. C'est celui qui mène sans bourreau ni exécution de masse la suppression de larges portions de la société elle-même. Et c'est pourquoi il faut appeler génocide cette assimilation totale au mode et à la qualité de vie de la bourgeoisie. Bon, je pense que le mot génocide a repris un peu de l'ampleur ces dernières années. Les lucioles ont disparu. Cela veut dire la culture où Pasolini jusque-là reconnaissait une pratique, populaire ou avant-gardiste, de résistance, est elle-même devenue un outil de barbarie totalitaire, confinée qu'elle se trouve à présent dans le règne marchand, prostitutionnel de la tolérance généralisée. La prophétie réalisée de Pasolini tient en fin de compte à une phrase : la culture n'est pas ce qui nous défend de la barbarie et doit être défendu contre elle, elle est ce milieu même dans lequel prospèrent les formes intelligentes de la nouvelle barbarie. Voilà donc Pasolini éprouvé, approuvé, prolongé, renchéri. L'apocalypse va son train. Notre actuel malaise dans la culture tourne dans ce sens, paraît-il, et c'est le plus souvent ainsi que nous en faisons l'expérience. Mais une chose est de désigner la machine totalitaire, une autre de lui accorder si vite une victoire définitive et sans partage. Le monde est-il totalement asservi que l'on rêvait, que le projettent, le programme et veulent nous l'imposer nos actuels conseillers perfides ? Le postulé, c'est justement donner créance à ce que leur machine veut nous faire croire. C'est ne voir que la nuit noire ou l'aveuglante lumière des projecteurs. C'est agir en vaincu, c'est être convaincu que la machine accomplit son travail sans reste ni résistance. C'est ne voir que c'est ne voir que du tout. C'est donc ne pas voir l'espace, fût-il interstitiel, intermittent, nomade, improbablement situé, des ouvertures des possibles, des lueurs, des malgré tout. Le début du chapitre 2. Et d'abord, les lucioles ont-elles vraiment disparu ? Ont-elles toutes disparu ? Émettent-elles encore ? Mais d'où ? Leurs merveilleux signaux intermittents ? Se cherchent-elles encore quelque part ? Se parlent-elles, s'aiment-elles malgré tout de la machine, malgré la nuit obscure, malgré les projecteurs féroces. Voilà pour cette première notion qui est totalement empruntée et remise ici et que je réinvestis très régulièrement à l'intérieur de mes écrits. La deuxième notion qui figure à l'intérieur de mon titre, c'était le mot d'éthique. La notion d'éthique de production, c'est vraiment un terme que j'utilise très fréquemment. À nouveau, je vais donner la parole à Geoffroy de La Gannerie qui l'a dit mieux que moi. Peut-être il y a un livre que vous connaissez mieux qui s'appelle L'art impossible, mais l'art impossible, c'est une émanation de ce livre-là, Penser dans un monde mauvais, et qui s'interroge globalement sur comment produire un savoir oppositionnel de résistance, de réelle résistance à l'intérieur de la structure capitaliste et néolibérale. Je commence. Lorsque nous nous lançons dans un projet et lorsque nous devons concevoir la forme qu'il va prendre, il y a du sens à se poser la question. Ce travail va-t-il contribuer à plus d'égalité et de justice ? Ou ne va-t-il constituer qu'un jeu scientifique, un divertissement, quelque chose qui gaspille les ressources que l'on pourrait utiliser à meilleur escient ? Il est légitime de nous demander quel est le but de tous les efforts qui vont être consentis ? Est-ce que ça vaut le coup ? À quoi ça sert ? Si nous ne nous posons pas de telles questions, ce n'est pas que nous ne ferons rien. Nous produirons des textes, nous produirons des connaissances, mais qui laisseront intacts les systèmes déjà constitués. Ils feront donc partie de la perpétuation du monde. Nous aurons beau être autonomes et nous croire indépendants, nous n'en serons pas moins complices de la reproduction de l'ordre social et politique. Et nous serons donc, de fait, soumis à lui.
Nous nous comporterons exactement comme il attend que nous le fassions et comme il a intérêt à ce que nous le fassions. Il continue en citant Fanon. À un moment des damnés de la Terre, Fanon propose une réflexion sur les activités spirituelles, magie, religion et rite, que l'on pourrait transposer aux activités symboliques et au problème de l'éventuelle dimension fonctionnelle des activités qui se déroulent à l'écart du système et qui croient, de cette manière, affirmer leur autonomie. Les expériences religieuses collectives, les rites, les transes, les pratiques magiques, etc., constituent des domaines d'expérience qui permettent d'expulser les tensions inscrites dans l'expérience coloniale. Elles forment un moment de pause par rapport à la vie quotidienne et un moment de défoulement. Mais ce faisant, dit Fanon, même si elles apparaissent comme se situant en rupture avec l'ordre ordinaire, elles revêtent un caractère fonctionnel par rapport à celui-ci, en permettant à ceux qui le subissent d'extérioriser de manière non politique les souffrances qu'ils endurent, et donc ainsi elles permettent à l'ordre de se reproduire. Je ne compare pas la situation que nous vivons et la situation coloniale. Je ne compare pas les activités de production symbolique à de la magie ou à de la religion. Mais on peut néanmoins s'inspirer des analyses de Fanon pour aborder d'une manière plus complexe la question de savoir à quelles conditions des activités symboliques peuvent être définies comme fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Il arrive que l'on présente la culture, l'art ou la science comme des activités oppositionnelles par rapport au capitalisme et au néolibéralisme. L'expérience esthétique et la recherche scientifique, lorsqu'elles affirment les valeurs de la pureté, de l'autosuffisance, peut-être même d'inutilité, seraient dotées d'une dimension critique car anti-utilitariste dans un monde dominé par la norme de l'intérêt. Le formalisme, l'autonomie, auraient de ce point de vue une force subversive intrinsèque. Mais on pourrait tout aussi bien se demander, en suivant Fanon, si l'autonomisation de la sphère de l'expérience esthétique ou de la production scientifique par rapport au monde ne peut pas constituer une manière de faire diversion par rapport à l'ordre social et politique, de dévier les énergies, de créer des moments de suspension par rapport à l'ordre ordinaire qui permettent d'y revenir et de s'y replonger comme si de rien n'était, plutôt que de le changer. Voilà pour la notion d'éthique, qui intervient aussi selon d'autres modes à l'intérieur de mon travail. Là, c'est vraiment sur la question intellectuelle du positionnement de l'artiste, mais ça passe aussi par les outils que j'utilise, les modes de diffusion que j'essaie d'incarner à l'intérieur de mon travail et qu'on va pouvoir du coup découvrir plus en détail après. Et du coup, la dernière notion de post-capitalisme, c'est un peu pour faire une sorte... c'est un peu pour me dresser contre cette affirmation de Mark Fisher, qui a été faite à l'intérieur de Réalisme capitaliste, dans lequel il dit il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Moi, à l'intérieur de mon travail, ce que j'essaie de faire et de porter et de revendiquer, c'est qu'il est possible d'imaginer un monde après le capitalisme qui ne serait pas du coup synonyme du déclin de la civilisation et de l'extinction de masse qu'on est en train de connaître, mais du coup il s'agit de produire ces imaginaires-là, et c'est un peu humblement la tâche que je m'attelle à faire avec d'autres artistes. Voilà. Voilà pour les notions. Alors je me suis dit peut-être que déjà maintenant il y a des gens qui ont des questions avant qu'on continue, parce que vu que c'est un peu la base, c'est bon. Alors en avant. Donc l'axe de la partie 2, pour le moment il ne se passe rien, il y a juste mon nom, mais bref, après il se passera des choses. Donc la partie 2, je vais faire un bref retour sur mon parcours en me disant que ça peut donc intéresser les étudiants et étudiantes. Je suis née dans la Meuse, j'ai grandi là-bas, donc c'est le nord-est de la diagonale du vide qui du coup traverse quelque part par ici. J'ai grandi dans une famille avec des parents vétérinaires, pas du tout des gens en lien avec le monde de la culture, de l'art, de la création. Je dis ça parce que je pense que d'une certaine manière, ça accentue peut-être mon besoin de concret à l'intérieur de ma production artistique. Je suis partie faire, dans un premier temps, une prépa publique en banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, en 2011. Là, je me suis dit, ok, en fait, je ne suis pas artiste, c'est sûr. Je me retrouvais avec des enfants d'architectes, en tout cas des personnes du milieu, pour lesquelles c'était peut-être plus facile. L'abstraction, moi, je pense que j'étais très meusienne encore.
Donc, je décide de basculer vers du design en 2012 et je rentre à l'ESAI Guestienne à Paris où je découvre la gravure, l'image imprimée, le livre, et il y a un peu une sorte de révélation. Mais erreur d'aiguillage, l'année suivante, je me retrouve à nouveau en classe préparatoire pour l'ENS Cachan en design à Duperré. Et en fait, j'arrête l'école et je me retrouve à Paris à exercer tout un tas de métiers différents, animatrice, imprimeuse en lithographie, et du coup à préparer des concours pour intégrer des écoles d'art. Et donc, je me retrouve de 2014 à 2017 en Belgique, dans une super école qui s'appelle l'ESA le 75, dans un cursus qui s'appelle Images plurielles imprimées, où j'apprends l'édition au sens très très large. Ça va de la gravure taille douce à fabriquer des robots dessinateurs. Donc en fait, avec une approche du média imprimé dans une sorte de très grande globalité. Et à la fin de ce parcours, je me sens hyper bien en Belgique, mais je me dis que c'est un peu trop calme et trop facile pour moi, et du coup je me dis je vais me refrotter à la pédagogie de l'art à la française, et je tente l'école des Beaux-Arts de Nantes, où je vais avoir mon DNCEP en 2019, après 2 ans à m'être cachée dans l'atelier édition. Voilà. Après ce moment-là, j'ai d'abord travaillé en tant que travailleuse sociale en me disant que je ne pourrais jamais être artiste, et que du coup mon plan A, ce serait plutôt travailleuse sociale, ce qui est plutôt un très mauvais plan A quand on y pense, mais à ce moment-là ça paraissait crédible. Et en me disant que du coup j'allais travailler plutôt au service de la perpétuation de ma pratique. Et en fait, le Covid est passé par là. Moi, j'étais du coup dans des problématiques sociales avec des enfants victimes de violences. Et en fait, là, on me demande du coup de passer du gel hydroalcoolique partout. Enfin, tout un tas de trucs liés à du sanitaire. Et en fait, j'ai une perte de sens énorme que j'avais déjà eue en fait en travaillant là-dedans. Parce que du coup, moi, je travaillais à Rezé, qui est une ville en dessous de Nantes. Enfin, bref, avec tout un tas, un manque de moyens qui étaient déjà là, qui ne nous permettaient pas correctement de faire notre travail. À ce moment-là, je reçois une somme d'argent liée à un accident de la route que j'ai eu en 2017. Et je me dis, bon, bah, avec cette somme d'argent, je m'achète le droit d'arrêter de travailler et de n'être qu'artiste. Voilà. Et du coup, depuis lors, je vivote de ce drôle de métier entre atelier, résidence, vente, une sorte d'activité comme ça un peu mixte. Voilà pour le parcours, en gros. On pourra revenir dessus dans le cadre de questions si jamais vous voulez, mais comme là ça manque un peu de visuel, je me sens mal de continuer. Alors, les formes. J'ai décidé de vous présenter que 3 projets. Là, en l'occurrence, je vous présente une installation qui est extrêmement récente puisqu'elle a été présentée dans le cadre du WAVE à Nantes en septembre 2025. C'est une commande qui nous a été faite de la part du WAVE. Et avec du coup mon collaborateur que vous voyez en haut, Gaspard Husson, mon collaborateur au sein de la structure CATA, les ateliers de la survie. CATA, les ateliers de la survie, c'est un truc un peu ectoplasmique parce que Gaspard est artiste, on a formé un couple pendant quelques temps, mais aujourd'hui on continue de travailler ensemble. Et donc c'est la structure avec laquelle on fait de temps en temps des installations ensemble, mais aussi à partir de laquelle on vend et distribue les éditions qu'on fabrique ensemble ou séparément, mais en tout cas sous cette même entité CATA, les ateliers de la survie. À nouveau, je vais vous lire le cartel que j'ai écrit en me disant qu'il réunit toutes les notions, et j'ai peur d'en oublier si je ne les lis pas. Dans la poursuite de l'univers collectivement élaboré au sein de CATA, et dans le cadre plus spécifique d'interrogations sur les renouveaux mystiques, spirituels et psychologiques par mauvais temps, pour celles qui avaient tout vu, est une proposition d'espace fictionnel de culte et de recueillement. Pensée sous la forme d'une installation, d'une grotte percée dans une surface manufacturée reconquise par la nature et l'érosion, elle est un abri pour les gens qui viennent prier, se confesser, se recueillir. Dans une veine animiste des ruines post-capitalistes, dans un monde de pluralité et de métissage, dans un espace pluriel consacré aux soins et à l'apaisement mental, incarné par la figure tutélaire de l'homme qui avait tout vu. L'homme qui avait tout vu, c'est cet affreux Jojo en bas à gauche, là. C'est une sorte de masque comme ça, suspendu, fait dans une souche. L'homme qui avait tout vu est une sculpture initialement élaborée par Gaspard Husson en 2021, qui met en scène le visage d'un homme aux yeux percés, troués, dévastés par le trop-plein de visions d'horreur. Réinvesti dans une nouvelle forme, sous cette nouvelle forme, cette statuaire devient le symbole d'une forme de sagesse lucide, une vie guidée par la connaissance jusqu'à la mort, d'une vie en lutte, telle que théorisée par Sabou Kosso dans Révolution et Radiation,
pour parler des survivants et exilés de Fukushima qui se battent pour la survie, la reconnaissance de leur traumatisme et les mots qui les guettent dans un monde qui tente d'annuler leur expérience par le retour à la normale. Ce lieu de recueillement et de culte est un espace qui abrite les joies éphémères, lumineuses, universelles, à nouveau du coup cette histoire de Luciole, présente sur les parois, marquées par le passage des gens et l'impression de leur mémoire dans ce lieu. Leur vision de beauté, de sensations passées ou présentes qui valent la peine d'être vécues malgré tout, les Lucioles de Pasolini, qui éclairent les périodes sombres. À l'instar de La Bonne Mère de Marseille, elle est aussi un relevé de l'époque et des environs depuis lequel se comprend le dehors. Ça et là sont déposés des ex-voto, frappés en partie par les visiteurs et visiteuses, porteurs des hommages que nous rendons à ce qui est là et pas ailleurs. Alors, je vais vous faire un petit tour de cette installation. J'ai fait les planches de portfolio hier. Vous savez bien, ça m'a mis un peu au travail. Et du coup, en fait, c'était une grande installation. En fait, ça fait 4 par 3. Et donc, j'ai pas réussi à prendre une photo de la face de cette installation, puisqu'en fait, il y avait une sorte de... En fait, ça faisait un mur, on passait une porte, enfin bref, j'avais pas assez de recul. Et donc, vous rentrez dans cet espace dans lequel il y a cet autre espace, cette espèce de grotte. Il y a une espèce de narration-fiction à gauche qui vous dit un peu que vous êtes en train de pénétrer dans un espace de fiction, qui vous sert un peu d'endroit de bascule vers, du coup, cette espèce d'autre monde, de réalité parallèle. Et là, du coup, un peu zoom dans l'installation. En gros, nous, ce qu'on avait imaginé, en fait, on aime bien essayer de réfléchir à une dimension un peu participative, essayer en tout cas de rendre cette dimension participative réelle dans l'installation. Et en fait, on avait disposé un certain nombre de plaques de zinc qu'on avait découpées et qu'on avait mis à disposition, et des caractères à frapper. Donc c'est des caractères en métal que vous frappez et avec lesquels du coup les gens peuvent écrire des hommages qui du coup ont la particularité de ne pas être des espèces d'hommages liés à une forme de transcendance mais plutôt d'horizontalité. Nous on a vraiment pensé le rituel, en tout cas à l'intérieur de cet espace, comme vraiment plutôt un moment de partage social qu'un moment de relation avec quelque chose qui serait au-delà. Là, plutôt, on l'a pensé vraiment comme l'occasion de faire commun. Voilà, donc vous rentrez dans cet espace par cette petite porte, on aimait bien l'idée que les gens soient obligés de se baisser, et vous rentrez dans cette espèce de grotte qui fait à peu près 3,50 par 2,50, quelque chose comme ça, avec du coup une structure en bois élaborée par Gaspard qui est aussi charpentier, et un tissu teint au copeaux de châtaignier et au jus de clou. Et avec, du coup, sur les parois, vous avez des impressions en sérigraphie très légères qui, du coup, interagissent plus ou moins avec la lumière. Là, la photographie, elle a été prise à la fin de l'installation, du coup, au moment où, en fait, tous les ex-voto avaient été frappés par les participants et participantes qui en avaient mis un peu partout et qui même s'étaient amusés à les loger à des endroits où on n'avait pas forcément prévu de les accueillir. Voilà pour celles qui avaient tout vu, qui est, du coup, mon actualité la plus brûlante. C'est peut-être un peu un moment pour le dire, mais avec Gaspard, on a toujours à cœur d'imaginer un prolongement de nos installations, dans la mesure où l'installation a une sorte de temporalité fixe, qui est, là, en l'occurrence, 1 mois, mais des fois ça peut être 1 semaine. Nous, on a toujours à cœur de faire une sorte de prolongement éditorial de l'expérience de l'installation, qui du coup passe par l'édition de sérigraphie, et qui, en fait, nous permet à nous, en tant qu'artistes, de les vendre, mais c'est surtout, en fait, les personnes qui achètent les sérigraphies ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont voir les installations. En fait, il y a un mode de distribution et de diffusion qui est quand même vraiment parallèle et qui nous permet aussi de toucher un tout autre public, quoi. Voilà. Donc là, on avait édité une vingtaine de sérigraphies. Typiquement, là, je vous montre des petits endroits où les gens avaient logé des petits ex-voto dans la structure. Le deuxième projet que j'aimerais vous présenter, puisqu'il est quand même assez connecté avec le projet que je mène actuellement à la Hague, s'appelle Des lichens d'amour et d'eau fraîche, perdre la mémoire. C'est une installation que j'avais conçue dans le cadre d'une exposition à Bonus, qui est un atelier d'artistes à Nantes, et pour lequel, du coup, j'ai pu partir en résidence à Montier-sur-Sault, un petit village à côté de Bure, et du coup, pour un peu m'imprégner de cette ambiance, dans la mesure où j'avais envie de créer un décor qui soit à l'évocation d'une sorte de laboratoire. À nouveau, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que au moins je sais que ça sera complet. Des lichens d'amour et d'eau fraîche, perdre la mémoire, est le décor d'un individu absent, parti il y a peu,
laissant derrière lui sa combinaison et l'espace domestique ou de travail depuis lequel il regardait le monde au dehors et dont il est visiblement coupé par des portes verrouillées et par une expérience exclusivement vidéotransmise et indirecte du monde. Observé et observant, depuis cet espace totalisant, il surveillait, il ne savait plus quoi exactement. Son entrevide résonne au son d'une musique de synthétiseur qui essaie, oscillant entre éléments narratifs. Ah, bah dis donc, j'ai même pas fini ma phrase. Et mise en musique du récit. Bon, faudrait que je relise ce texte. Des lichens d'amour et d'eau fraîche perdant la mémoire se glissent dans l'impôt d'un individu aux prises avec des questions trop grandes et un héritage trop lourd, qui choisit d'abandonner son poste pour vivre malgré tout. Prenant sa source à Landra, dans un village du sud de la Meuse où seront bientôt enfouis les déchets nucléaires de France, traversant le territoire des ingénieurs démissionnaires et de l'amnésie générationnelle, avant d'en se jeter dans le lac des destinées individuelles aux prises avec la question de l'émancipation et de la liberté, des lichens d'amour et d'eau fraîche, perdre la mémoire, délivre une fiction d'anticipation, pensée comme une augmentation ou un détournement poétique et politique du présent. Voilà, en gros, en fait, cette installation, elle croise plein de problématiques, en tout cas, qui se sont mélangées à l'intérieur de mon cerveau, qui étaient évidemment... en fait, en tant que personne qui a grandi dans la Meuse, je me sens forcément touchée de manière pas forcément personnelle, j'ai pas l'impression que ce soit une enfance, mais en fait, le fait que les déchets nucléaires de France viennent s'enfouir dans le sud du territoire meusien, ça parle quand même d'un mépris territorial. Donc j'ai un peu essayé en fait, je crois que j'ai à cœur de faire des formes qui viennent un peu mettre le sujet sur la table pour qu'on en parle sérieusement, parce qu'en fait ça parle de déchets nucléaires, mais en fait ça parle d'un confort qui appartient à certains et qui du coup, enfin, il y a un très bel extrait de Pétromasculinité de Kara Daguet dans lequel elle dit, mais en fait le maintien d'un certain niveau de confort implique de désigner une population qui va subir les conséquences de ce confort-là, quoi. Voilà. Et puis, sans parler des générations à venir. Et donc, j'avais envie de créer un espace de fiction d'un individu qui est pris vraiment dans une sorte de réalité qu'il subit et qui décide de s'échapper de cette réalité. Et en fait, cette personne, pour moi, c'est une sorte d'ingénieur démissionnaire du futur qui hérite d'une mission beaucoup trop grande pour lui, qui est la surveillance d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs, et qui décide d'échapper à sa mission, dans la mesure où elle est trop grande pour lui. Et voilà, c'est un peu cette espèce de... Et il y a quelque chose d'assez cartoonesque quand même, avec la mise en scène, avec ce truc de la société de surveillance, des verrous, les combis, le caractère totalisant des images. Les écrans de surveillance, du coup, sont imprimés sont en fait en réalité des sérigraphies, et qui du coup sont censés être des images de ce qui se passe au dehors de ce laboratoire. Voilà. Et oui, j'avais fait de telle sorte à ce que du coup, comme vous pouvez le voir ici, à gauche, en fait, il y a des lumières qui s'allumaient avec minuteur, qui fait que du coup, comme c'est un grand espace vitré, ça pouvait être visible la nuit. En fait, il y a plein de gens qui habitent au-dessus de cet espace. Voilà pour des lichens d'amour et d'eau fraîche. Et du coup, le dernier projet que je vais vous présenter s'appelle Immortel, fantasme et décadence du projet automobile. Et là, on était à peu près plutôt pareil sur une sorte de projet recherche-création. Où en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a un peu remonté le temps. Là, on était en 2025. Là, c'était en 2024. Et là, je vais vous parler d'un projet qui a duré de 2022, 2023, 2024, qui était une sorte un peu mon premier projet, un peu d'ampleur. J'étais pleine d'ambition à ce moment-là. Et qui s'est notamment incarné à travers 2 résidences que j'ai menées dans le territoire de la Meuse, à nouveau. La première, dans le cadre de Création en cours, qui est un dispositif porté par les ateliers Médicis, qui fait que je suis partie en résidence à Lacroix-sur-Meuse, un petit village de 500 habitants, pendant 5 mois. Et après, un deuxième dispositif qui s'appelle Création partagée, qui est porté par la DRAC Grand Est, qui fait que là, je suis partie 2 mois en résidence, plutôt dans le nord meusien, et ça, c'était en 2023. Et donc, en fait, ce qui s'est passé en 2022 a finalement été poursuivi en 2023. Il y a une sorte de continuité dans cette espèce de projet, qui, pour moi, est actuellement à l'état de pause, parce que, en fait, souvent, quand je pense à ce projet, je me dis, en fait, il va y avoir un film qui va être fait. Mais bon, pour le moment, manque de moyens, manque de temps et difficulté à retourner dans le territoire. Et en fait, ce projet, Immortel, fantasme et décadence du projet automobile, c'était un projet qui s'intéressait globalement
à l'émergence d'imaginaires post-automobiles depuis des territoires qui en sont hyper dépendants. Donc c'était comme ça une sorte de question avec plusieurs entrées. L'idée étant que la Meuse, notamment, il y a un village qui s'appelle Commercy, a été un moment le moment des Gilets jaunes a été hyper marquant dans ce territoire-là, en l'occurrence, puisqu'en fait, quand on parle de mépris territorial, typiquement, c'est des personnes qui se sentent, les Meusiens, en tout cas, un certain nombre de Meusiens se sentent concernés. La voiture à l'intérieur de ce genre de territoire, mais un peu, je pense, comme ici, est vraiment un outil de développement économique et social et d'insertion sociale aussi, majeur. Et du coup, en fait, cette question des imaginaires post-automobiles, moi, ce que j'avais envie, c'était de créer un moment de discussion qui soit pas du coup descendant, mais qui soit à l'horizontale. Même si, en fait, de fait, étant artiste venant de la ville, en fait, c'est pas très horizontal. En fait, moi, j'arrive avec tout un tas de présupposés, et du coup, je pense que mes 2-3 premiers mois de résidence ont vraiment consisté à ce que je me prenne un peu des baffes dans la gueule mais en fait, à nouveau, tu mets en jeu des espèces d'attitudes un peu méprisantes, ou en tout cas vis-à-vis des ploucs ou des gens du territoire. Enfin bref, en tout cas, voilà, ça a été, en gros, tout ce projet, en fait, c'est un peu dessiné au fur et à mesure que j'y étais, et ça a un peu mis en branle, moi, mes présupposés de base. Là, ce que je vous montre, c'est des sérigraphies que j'ai réalisées lors de cette résidence et qui essayent en fait d'investir tout un tas d'images fantasmagoriques liées notamment au cinéma et au cinéma d'action et les réinvestir à l'intérieur d'une sorte de fiction post-automobile avec, un peu comme dans Christine, une voiture complètement autonome qui aurait du coup le pouvoir de se jeter d'elle-même par la falaise. Et là, je vous montre un projet qui est quand même un peu plus abouti, qui s'appelle, la résidence s'appelait « Et les vestiges du bitume ». Je pense que vous avez compris que j'adore les titres. L'installation, en l'occurrence ici, que je vous présente, s'appelle « De la compartimentation des diverses dimensions de l'existence ». Ce titre vient d'un essai de André Gors. Et donc, en fait, cette installation que vous voyez là, elle a été rejouée ici, voilà. Là, elle est jouée avec des casques, mais en fait, cette installation, je l'ai montrée dans un garage automobile, du coup, à Étain. Un garage assez cool où, en fait, devant le garage automobile, vous avez une Lada empalée sur un mât, parce que le gars avait breveté un moteur Lada diesel ou essence selon. Et du coup, c'était un peu la référence du quart nord-est de la Lada, quoi. Et donc, il avait plein de bâtiments, et donc ce garage, cette espèce de parcelle de garage complètement vide. Et du coup, j'avais fait un truc avec lui, et j'étais venue monter mon installation dans son local. C'était quand même hyper cool. Et là, ce que vous voyez, du coup, c'est une sorte de tapis imprimé en sérigraphie qui faisait 4 mètres par 4, avec 4 fauteuils de voiture houssés. Et en fait, là, du coup, la photo est un peu mal prise, je suis désolée. En fait, il y a 4 enceintes tout autour, et en fait, c'est une sorte d'espace depuis lequel, en fait, on entendait une pièce sonore que j'ai réalisée à l'occasion de cette résidence, et qui du coup porte le même nom, de la compartimentation des diverses dimensions de l'existence, qui est du coup en fait c'est cette espèce une sorte de voyage en fait à travers la question de la fin de l'automobile depuis les territoires ruraux et les imaginaires et les affects qui s'y rattachent, notamment depuis des affects masculins. En fait, il s'avère que, au fur et à mesure que je voulais parler avec les gens et que je faisais des entretiens, il y avait vraiment que des mecs qui voulaient me parler. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, en fait, ça va devenir un peu un trait de ce projet où, en fait, du coup, c'est la relation des masculinités du territoire à l'automobile et à l'hypothèse de sa fin. Globalement, c'est ça, le pitch de cette pièce sonore que je ne vais pas vous faire écouter parce qu'elle dure 45 minutes, mais qui est en libre accès sur SoundCloud si jamais vous aimez les podcasts. Voilà. Pour cette installation. J'en avais profité pour faire des costumes, animer, en tout cas dans le cadre du vernissage, animer cette espèce de décor qui serait une sorte de zone tampon entre la fiction et la réalité. Et du coup, j'avais demandé à des personnes de performer, en tout cas un peu comme des espèces de personnes d'une sorte de monde parallèle avec lesquelles il n'y aurait pas de relation. Bon bref, c'était ma tentative de performance, j'en fais plus. Hein. Et du coup, à nouveau, les sérigraphies que j'ai réalisé dans le cadre de ce projet. Et puis, je ne vais pas vous parler des aspects formels, je préfère. Si jamais vous avez des questions, on en parle, mais peut-être c'est pas forcément les trucs qui m'intéressent le plus. Et là, du coup, la présentation de cette installation finie dans le cadre d'une exposition à Nantes
en 2024 ou en 2025. Peut-être c'était cette année en fait. Voilà. Pour les formes, et donc je viens de vous présenter du coup trois projets un peu que j'ai menés ces dernières années. Si jamais vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, je pourrais vous en parler. Et donc, maintenant, on va parler de l'écume du chaos. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause sonore. Dans le cadre du projet de l'écume du chaos, dans un premier temps, on a fait des entretiens dans l'idée de faire une pièce sonore. En fait, au début, c'était un projet assez ectoplasmique, on était là, en fait, on avait plein d'envies. Aujourd'hui, tout s'est resserré autour d'un seul et même objet, en tout cas autour de 2 objets. Mais donc, il y avait cette idée, à un moment, de faire une pièce sonore qui, j'ai l'impression, pose bien le décor et l'atmosphère qu'on a envie de créer dans notre projet. Je vous avertis tout de suite qu'il y a des moments un peu où ça fait des ruptures sonores. Voilà. Donc, soyez prêts à ce qu'à tout instant, ça crépite dans vos oreilles d'une manière pas forcément très agréable. Voilà, c'est un peu... c'est l'idée, quoi. Les Landes. Les Landes, la mer, la côte découpée. La mer et des côtes, les côtes plus ou moins escarpées. C'est presque une île. C'est juste la pointe de quelque chose, parsemé de petits villages avec des maisons en pierre, et il y a surtout la mer. T'as l'impression que la mer est derrière toi et tout d'un coup tu prends un chemin et... Moi je sais que je suis jamais rassasiée de ce territoire quelque part. Tu rentres dedans et t'es complètement imprégné, t'es dans ce paysage-là. C'est ça, c'est les éléments. C'est le vent, tout le temps, ou quasi tout le temps. Les lumières. Ouais, c'est vraiment un endroit fort. Où on le prend au ventre, où on déteste et on s'en va très très vite. Il y a des grosses routes qui traversent ce territoire. Il y a Orano en plein milieu. Tout ce qui est là sera là et dangereux pendant des milliers d'années. Même s'il y avait une catastrophe, j'ai pas peur. Je serai en action. C'est plus suffisant d'avoir peur. Enfin, je veux dire, ça n'empêche rien du tout. Mais par contre, être en colère, c'est bien.
Merci pour votre écoute. Donc, c'était le teaser sonore de ce projet qui pose les bases à la fois sinistres et joyeusement collectives du projet qu'on mène là-bas. Je dis on parce que ce projet de l'écume du chaos, c'est un projet qui a été initié en juin 2024 avec mon amie Perrine Le Guenec. En fait, il s'avère qu'on habitait en coloc, un peu par le hasard. Et moi, j'étais déjà très, je pense, intéressée par la question de la lutte antinucléaire. Et en fait, elle aussi, elle avait même fait un spectacle où elle mettait en musique les poèmes des femmes de Greenham Common, le premier camp pour la paix écoféministe. Et donc, en fait, on s'est rencontrés autour de cette espèce de drôle de passion commune, intérêt. Et en fait, on s'est dit, on va aller découvrir ensemble ce territoire dont moi, j'avais entendu parler la première fois en 2022 à l'occasion d'une conférence absolument terrifiante tenue par Yannick Rousselet, qui est un peu monsieur Greenpeace labellisé lutte contre le nucléaire, au Burlesque à Bure, du coup. Et en fait, j'en avais entendu parler en des termes de c'est le territoire le plus radioactif du monde. La plupart des... en fait, on émet toutes les 2 semaines... Enfin, on rejette dans la mer l'équivalent toutes les 2 semaines de l'intégralité des eaux de Fukushima. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on a fait toute une esclandre au moment où TEPCO a décidé du relâchement des eaux, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez fréquent à cet endroit-là, où il y a une conduite de 4 km de long qui relâche... pas forcément que des substances radioactives, il y a aussi des produits chimiques qui, en fait, se sont même déposés sur les côtes du Groenland, de l'Amérique. Enfin bref, de toute manière, maintenant, la radioactivité, ou en tout cas des traces de radionucléides, il y en a à peu près dans toutes les mers du monde, puisque l'eau, ça a le chic de circuler. Et du coup, ce projet, en 2024, on a vraiment fait une sorte de découverte avec cette idée de... En fait, on a envie de faire un projet qui soit à la fois de l'ordre de la création, qui soit le prolongement de nos activités par ailleurs, mais qui aussi puisse s'inscrire à l'intérieur du renouveau de la lutte antinucléaire, puisque, peut-être vous le savez, mais en 2022, Emmanuel Macron a prononcé un discours à Belfort, qu'on appelle du coup le discours de Belfort, dans lequel il a décidé de la relance du programme électronucléaire. À l'heure actuelle, il y a 56 réacteurs sur le territoire français qui sont plus ou moins vieillissants. En tout cas, la plupart vont passer leur espèce de visite médicale des 40 ans pour voir si du coup ils sont toujours en état de fonctionner. Mais en tout cas, il va y avoir très bientôt la nécessité d'un démantèlement massif d'une part, et donc une sorte de choix tactique de, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance cette énergie ou est-ce qu'en fait on s'arrête là? Sachant que tous les pays nucléarisés mettent fin à ça. Donc en fait, actuellement, la France et le Japon sont les seuls à faire le choix de la poursuite de l'énergie atomique. Voilà. Je vais vous lire une partie du pitch tel qu'on a un peu pensé ce projet avec Perrine. La Hague et Saint-Pointe constituent un paysage grandiose et radical, caractérisé par une côte déchirée, un horizon infini qui surgit à chaque virage, une nature verdoyante et généreuse, mais hantée par une omniprésence inquiétante. Les gens qui vivent ce territoire construisent alors des postures d'esprit multiples pour apprendre à vivre avec l'usine et la peur qu'elle fabrique, entre résignation, résistance ou déni. Ce projet s'appuie sur les caractéristiques majeures du territoire et de ses habitants. D'une part, la poésie et l'ouverture du paysage, d'autre part, l'inquiétante fermeture des possibles et la menace. Le désir de vivre au cœur de la beauté et la sensation, malgré tout, d'être condamné en y restant. Ce projet, dans son ensemble, tente d'apporter une réponse à la question « Sommes-nous capables de produire les cauchemars que la compréhension de la réalité exige de nous ?» qui est une question qui a été posée par Gunther Anders, qui a écrit beaucoup sur l'âge atomique. Nous proposons à l'intérieur de ce projet d'habiter le terrible et la peur qui l'entoure. Et du coup, notre drôle de projet prend l'usine Orano. Elle fait 3 km de long, il faut des bus pour se déplacer à l'intérieur. Elle a été construite en 1966 sous De Gaulle, et en fait l'idée initiale, parce qu'en fait il n'y a pas de rupture entre nucléaire civil et nucléaire militaire, en fait les deux sont la même chose, puisqu'en fait ce site est un site pour extraire le plutonium qui s'est produit à l'intérieur des réacteurs pour faire des bombes atomiques.
Et donc actuellement, sur les étagères de Orano, on a suffisamment de plutonium pour faire 14 500 bombes atomiques du type de Nagasaki. Alors, du coup, le projet qu'on a écrit avec Perrine, c'est un projet autour du futur de ce territoire qui, de toute manière, est d'ores et déjà condamné à vivre avec des déchets, puisque de toute manière, il y en a déjà... En fait, par exemple, il y a un film qui s'appelle « Condamné à réussir », dans lequel il est écrit que le jour où on va fermer cette usine, on va devoir lui faire un sarcophage, un peu comme le sarcophage de Tchernobyl, avec des murs d'enceinte d'une épaisseur de 3 mètres. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là sur ce territoire et qui sera là pour toujours. Et donc, nous, on a un peu extrapolé l'histoire de ce territoire parce qu'en fait, il y a une légende urbaine, on n'a pas trouvé de documents, mais il y a une légende selon laquelle cette usine a été placée à la pointe du Cotentin parce qu'en fait, elle serait séparée de la terre par les marais de Carentan et qu'il suffirait, pour se débarrasser de cette usine, d'inonder les marais de Carentan et du coup de transformer la Hague en île. Et du coup, nous, on essaie de construire un récit dans lequel, en fait, on parle d'une sorte de situation au futur où une communauté hérite, malgré elle, de ce patrimoine négatif, de ce commun négatif, et a, d'une part, la responsabilité de se souvenir qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce que c'est ces substances, et d'autre part, du coup, de liquider matériellement ce territoire à la place des personnes qui auraient pu s'en charger. Et donc, en fait, un peu comme au Moyen-Âge, il y avait des personnes qui étaient payées pour pleurer aux cérémonies, et ben, en fait, on estime qu'à l'intérieur de cette espèce de communauté néo-médiéviste, il y aurait une personne qui aurait la responsabilité, ça serait son rôle, c'est une sorte de professionnel d'incarnation de la peur atomique, et du coup, il sillonne comme ça le territoire de la Hague pour rappeler aux gens qui l'habitent, rappelez-vous que ce territoire est hanté. Et donc ça, c'est un premier acte dans lequel on voit essentiellement ce personnage. Bon, là, il pose pour les photos, mais du coup, c'est le premier acte du film qu'on a tourné, et je vous pourrai montrer quelques photos du tournage. C'est vraiment ce personnage qui traverse le territoire de la Hague et qui nous le fait découvrir, en même temps que du coup, il crée une relation avec le photographe qu'on comprend être une personne qui découvre le territoire, et donc commence à créer il y a une sorte de course-poursuite qui se crée. C'est un film piéton qui a eu très très peu de budget, donc moi je me raconte comme ça que c'est un super film d'action ou de samouraï, mais pas du tout. Et le deuxième acte, c'est du coup d'autres professionnels du rituel qui tous les jours mettraient à l'eau cette espèce de costume qu'on a vu dans le premier acte ici, qui en fait est récupéré à la fin du premier acte et empalé dans une sorte d'épouvantail et mis à la mer. L'endroit qu'on voit ici, ça s'appelle l'Anse des Moulinets, et c'est l'endroit, en fait, ces rails permettent de mettre un bateau qui, du coup, en fait, dessous passe la conduite de 4 km. Donc sous cet endroit passe la conduite de 4 km qui relâche tous les effluents au large. Et du coup, comme il y a un besoin régulier d'entretien de cette conduite, il y a un bateau qui est toujours monté sur des rails, prêt à partir. Et du coup, à nouveau, on a décidé de prendre cet endroit comme espèce d'endroit depuis lequel s'évacuent à peu près tous les déchets atomiques et donc qui serait réinvesti par ces professionnels du rituel. Voilà, qui ici, en fait, sont des figurantes et des militantes du groupe Piscine Nucléaire Stop, avec lesquelles on a travaillé dans le cadre de ce projet. Et moi, la raison pour laquelle je suis en résidence ici, donc c'est pas pour travailler sur ce film, mais c'est pour plutôt travailler sur le pendant matériel de ce projet, dans la mesure où du coup tout ce qu'on fabrique, en fait, le film qu'on va faire, en fait, il va être introduit par une pièce sonore de 20 minutes, donc ça sera une sorte d'objet comme ça, un peu immatériel qu'on va forcément mettre en ligne. Mais nous, on avait dans l'idée que on a croisé énormément de savoirs, de références au fur et à mesure de l'élaboration de ce projet, et que aussi, une partie on a envie de restituer, d'une certaine manière, l'ensemble des connaissances qui ont fait qu'on a produit cette drôle de forme. Et du coup, peut-être pour finir, j'ai écrit, je me suis astreinte à ça aussi, j'ai écrit l'introduction du livre sur lequel je travaille ici et qui du coup va pouvoir vous donner un peu les angles sur lesquels je travaille. Cet ouvrage est pensé comme le dossier documentaire du projet de l'écume du chaos. Croyez-vous que seul ce qui est visible est réel, porté par nous. Et là, je ne sais pas si ça sera anonyme ou pas. Situé quelque part entre science-fiction, militance et éducation populaire, nous espérons prendre part à la relance d'un mouvement antinucléaire français, concomitant au projet de la relance de cette industrie mortifère, décidé en 2022 par le président Macron. Nous espérons aussi, à l'heure où vous lisez ces lignes,
que ce projet aboutit ou est en bonne voie et qu'il a produit de nombreux moments de discussion, houleuses ou constructives, comme à chaque conversation ou débat autour de l'industrie électronucléaire, de ses déchets ingérables, de ses territoires sacrifiés, des maladies, des morts et des mortes, des irradiés, de l'exploitation humaine qu'elle suppose, et plus fondamentalement, de ce que cette énergie des esprits humains qui ont œuvré à sa mise en place et à sa poursuite, de leur goût pour la domination de la matière, même la plus instable et imprévisible, de leur orgueil face à l'évidence d'une industrie qui s'est montrée foireuse plus d'une fois, de leur intérêt mal placé. Une société nucléarisée repose sur la culture du secret, l'instauration de la science et de la technique comme valeur tutélaire, et la désignation de maître à penser pour nous rappeler que nous ne serions pas tous et toutes légitimes pour nous exprimer sur des sujets aussi spécifiques que nos choix énergétiques qui parlent, entre autres, du modèle dans lequel nous évoluons. La démocratie n'est pas compatible avec une telle société. Les pages qui suivent articulent les paroles d'un ancien travailleur de l'usine Orano de La Hague, salarié pendant 7 ans à l'usine au centre de redivision du plutonium, qui est un des endroits où on est le plus exposé. Rencontré dans le cadre de notre quête, un ensemble de pièces à conviction glanées sur le chemin et les morceaux d'un récit d'anticipation que nous avons pu élaborer grâce à l'ensemble des connaissances que nous avons acquises quant à cette technologie, cette industrie et les rouages politiques qui l'accompagnent. Voilà pour du coup l'introduction du livre sur lequel je suis en train de travailler, qui serait à la fois un livre, à la fois une sorte de fresque documentaire carte mentale. Et du coup, se pose un peu la question de comment ça se déploie, enfin voilà. Donc il y a tout un tas de petites énigmes techniques à résoudre, et je suis très contente d'être en résidence pour avoir le temps de le faire. Et je me suis dit que j'allais finir... Ah bah oui, j'ai fait ça aussi. Pendant ma résidence ici, j'ai créé une typo. J'avais jamais fait de typo, et du coup, dans l'idée qu'on fait une sorte de fiction post-nucléaire, j'ai utilisé une typo qui est utilisée par Orano et qui s'appelle Roboto, et que j'ai redessiné et qui s'appelle maintenant Zozoto. Et que vous voyez ici, et qui du coup servirait à faire le graphisme de l'intégralité du livre et du film. Voilà, une sorte de typo-fiction. Et bah là, je vous montre une photo du tournage un peu guérilla, puisque en fait la scène que je vous ai montrée précédemment, ici, en fait on ne savait pas du tout si on avait le droit de tourner, on était convaincus qu'un service de sécurité allait venir. Parce que normalement, il est interdit d'allumer des caméras à proximité de l'usine. Là, on l'a fait un dimanche, du coup, on s'est dit, OK, pourquoi pas. Mais donc, en fait, on est parti à 5h du matin. Et en fait, il y avait cette espèce il fallait faire un plan où, en fait, à un moment, le radeau devient la caméra. Et donc, il nous fallait... Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'ami caméraman qui filme les comédiennes ici, quoi. Et donc, fallait descendre, se canoë. Enfin, bref, en tout cas... C'est un super souvenir. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce film, puisqu'il y a quand même un manque de moyens. Mais en tout cas, c'est une super aventure humaine, avant tout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais mettre ça. Ah oui. Merci Anaïs. Si vous avez des questions, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Elsa, elle en a un autre, ouais. Ah, c'est bon. Ah bah super. Comment tu en es venue à la création sonore ? Ah, il faut prendre le micro, apparemment. Comment j'en suis venue à la création sonore ? Exactement. Ouais. Ça a été très progressif. Je ne l'ai pas du tout fait aux Beaux-Arts. C'était une envie que j'avais, mais je n'avais pas de personne avec qui le faire. Et du coup, en 2022, quand je fais ma résidence dans la Meuse, je me dis « Ah, ça y est, je vais avoir de l'argent de l'AFDAS, et je vais pouvoir faire ce truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. » Ou en tout cas... Et du coup, j'ai fait une série comme ça de formations pour apprendre à prendre du son, pour apprendre à monter, à mixer. Et là, le dernier était plutôt artistique. C'était sur du coup comment créer une pièce qui soit entre du documentaire et une sorte de création musicale. Parce que l'extrait que vous avez entendu, qui du coup vient utiliser des bribes d'enregistrement, du field recording pour l'amplifier et faire de la musique. Et en fait, je crois que ça vient vraiment dans la même... Enfin, en fait, ça vient dans la même logique que l'édition. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui existe par-delà le temps de l'exposition et qui, du coup, a la possibilité de se diffuser beaucoup plus largement.
Enfin, moi, je suis moi-même une énorme consommatrice de podcasts et de création sonore. Et du coup, je vois aussi toutes les capacités, toutes les possibilités de création d'imaginaire qui du coup ne seraient pas dictées par, je sais pas, des images, quoi. Et en fait, il y a comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est venu compléter des endroits de manque. Par exemple, quand je faisais des installations, en fait, je crois que j'aimais bien l'idée que d'un coup, il y ait une sorte d'atmosphère sonore qui puisse se créer. Et c'est... Mais oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ça et qu'en parallèle, ma grande sœur aussi commençait à se mettre à faire du son et j'arrive pas à savoir pourquoi. mais en tout cas, je sais qu'éthiquement, en fait, ça, pour moi, ça rentrait dans le même corpus de formes qui ne sont pas strictement de l'ordre des sphères artistiques. Oui, donc ça accompagne tes installations, en fait. Ouais, ça accompagne mes installations et des fois, ça accompagne plutôt mes éditions. En fait, une pièce sonore que j'avais faite, c'était sur les années friches de l'île de Nantes, de 87 à 2001. J'avais voulu faire une sorte de pièce sonore pour un peu combler cette espèce de trou dans l'histoire de l'île de Nantes où en fait il y a les chantiers et puis après il y a la Samoa. Et en fait il y a eu un moment de friche qui a été quand même hyper riche du point de vue de la création artistique en fait et qui même a été utilisé par les politiques culturelles locales et qui du coup à mon sens quand on arrivait à Nantes on n'avait pas vent de ça. Donc bref j'avais fait une pièce sonore et je m'étais dit en fait la meilleure façon que je vais avoir de diffuser cette pièce sonore c'est de créer un support éditorial donc une édition qui renvoie vers cette pièce sonore. Et du coup, ça vient comme ça s'articuler aussi à ce support-là, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'étais hyper intéressée par le rapport à l'anticipation, à la science-fiction, parce que j'ai l'impression que c'est présent dans tous les projets que tu nous as présentés là. Ouais. Et du coup, je me demandais quels étaient peut-être les textes ou les auteurs ou autrices. Enfin, tu citais par exemple Mark Fisher. Oui. Et on sait qu'il y a pas mal de courants de science-fiction qui ont essayé de répondre, mais par l'écriture, à son idée. Et du coup, je me demandais quels étaient les auteurs et autrices qui, toi, peut-être te nourrissaient dans ces projets-là aussi. Mais en fait, c'est terrible parce que je pense que j'ai pas tellement. Enfin, il y a Philippe Cadic évidemment, tu vois, mais en fait, par exemple, tu vois, Ursula Le Guin, j'ai plein de livres. La vérité, c'est que je les ai pas vraiment encore lus et que j'ai plutôt un imaginaire de la science-fiction qui serait plutôt hérité de films de Verhoeven, par exemple, tu vois, ou Total Recall, enfin, tu vois, des espèces de récits comme ça qui. Ouais, en fait, c'est marrant parce que je vois bien que mon travail s'affilie très très fort au genre de la science-fiction et j'ai pas encore. En fait, aussi, je passe beaucoup plus de temps à cultiver des références plutôt de l'ordre de l'intellect plutôt que de l'ordre du sensible et du narratif, ce qui est curieux. J'en ai bien conscience. Oui. Oui, merci beaucoup Anaïs. Et justement, je rebondis par rapport à la référence à Mark Fisher. Oui. Et je me demandais, en fait, t'as cité Fisher, mais pour un peu t'en distinguer, mais oui. En fait, lui-même, il critique cette idée qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Oui. Mais en fait, ton travail est assez... une sorte je pense un peu une sorte de manière d'incarner un peu sa théorie de l'anthologie, avec un H. Et en fait, c'est-à-dire que ces lieux tels que les centrales nucléaires sont vraiment dans ce concept d'anthologie. En fait, je pense sans doute une des occurrences, les plus exemplaires en fait pour comprendre l'idée que c'est un territoire qui est hanté par un futur de la disparition. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très particulier. Enfin, moi, ça m'avait vachement marqué parce que j'avais travaillé avec des artistes qui avaient aussi travaillé sur le nucléaire il y a hyper longtemps. Et en fait, sur cette idée que, en fait, c'est une menace, mais c'est une menace qui hante, mais pour le futur, en fait. C'est-à-dire que, et c'est aussi l'abandon de la perspective du futur. Enfin, c'est-à-dire, c'est la promesse c'est une sorte de manière un peu, et puis tout est aussi très latent, puisqu'en fait, c'est une énergie qui est invisible. Ouais.
et qui du coup ne se matérialise pas concrètement dans l'idée de la ruine, par exemple, en fait. Et donc c'est ça qui est. Enfin, moi, il y a eu cette exposition, j'imagine que tu t'y. L'âge atomique. Ouais, l'âge atomique. Mais c'est vrai que, enfin, peut-être aujourd'hui, ce qui pourrait être rapproché de la critique anticapitaliste serait vraiment une critique qui essaye de matérialiser ces spectres, puisque le capitalisme est aussi axé quand même sur une manière de faire disparaître les traces de la destruction. Sous aussi au prétexte d'une nouveauté, d'un renouvellement permanent, en fait, parce que le renouvellement implique la destruction. En fait, pour créer du nouveau, il faut détruire, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'il y a, cette question de l'ontologie, elle est hyper intéressante. Je pense que c'est quelque chose qui commence un peu et qui implique aussi des modes d'action qui sont en fait très créatifs, en fait aussi, parce que c'est, donner voix au spectre, ou forme, ou en fait ça implique aussi un travail de l'imaginaire, en fait, et c'est aussi un peu matérialiser des entre-mondes aussi. C'est pas le monde hôte, c'est ni le monde présent, c'est ce qui est dans cet entre-deux, en fait. Un endroit du possible, quoi. Aussi, voilà, en fait. Ça me faisait, rebondir sur l'importance de Fischer aujourd'hui à plein d'égards, dans plein de manières de. Mais je pense en plus de ça, à l'intérieur de l'énergie atomique, c'est vraiment ce truc de l'ontologie. En l'occurrence, là j'ai vu justement, c'est très très frais, donc ça va, je suis à l'aise. Mais j'ai vu une conférence sur Max Fischer où en fait l'ontologie était aussi décrite comme un futur non advenu. En fait, cette espèce d'idée que ça aurait pu être ça, un peu comme l'acide communisme d'Allende. Ce truc aurait pu avoir lieu, mais du coup, il est un peu mort dans l'œuf, quoi. Et j'ai l'impression que aussi la perpétuation de l'énergie atomique, elle repose sur, à un moment, le fantasme que ça allait être. Notamment, il y a un truc hyper intéressant qui s'appelle les surgénérateurs, donc avec Superphénix, qui est peut-être la centrale la plus connue de ce point de vue-là, où on avait à un moment le rêve d'une énergie qui tournerait en circuit fermé avec du plutonium qui est réinséré directement dans la réaction en chaîne et tout. Et du coup, on sent vraiment que ce truc-là aurait pu exister et aurait pu donner une sorte de réalité bienfaitrice à c'est quoi l'énergie atomique, alors qu'en fait pas du tout. Ce truc ne s'est jamais vraiment réalisé parce que manque de moyens techniques, en fait on ne sait pas exactement ce qui fait que ce truc n'a pas vraiment eu lieu, quoi. Mais oui, en tout cas, et puis même en fait on sent aussi que à l'intérieur de c'est quoi l'énergie atomique, tout repose sur un souvenir d'années glorieuses sous De Gaulle, ou je ne sais pas, tu vois, où en fait on était à la pointe de la pointe, il y avait comme ça une sorte de promesse technologique d'émancipation. De façon générale, cette énergie-là, elle est hantée de ça, quoi. Mais elle était déjà, même au moment où elle est défendue par l'État français, etc., il y a déjà eu Hiroshima. En fait, on était déjà au courant quand même de ce que ça pouvait donner. En fait, c'est vrai que il y a eu, en fait, c'était aussi déjà, c'était un futur qui était déjà un petit peu ombragé potentiellement par les premières manifestations de cette énergie dans l'espace collectif qui était. Et en fait, voilà, je l'ai pas mis, et notamment ça va sans doute figurer à l'intérieur de mon édition, mais en fait à un moment ça a été vraiment pensé par l'Organisme mondial de la santé qu'il vaudrait mieux que les gens oublient, et en fait que du coup ça soit dans l'intérêt commun de créer une partition entre nucléaire civil et nucléaire militaire, comme ça les gens se racontent qu'en fait il n'y a pas de relation entre les deux, alors que clairement il y en a une. Et en fait, à un moment, ça a été vraiment pensé comme, en fait, à un moment, il sera beaucoup plus facile de mettre en place l'industrie du nucléaire, civil, quand la génération des personnes qui auront vu Hiroshima et Nagasaki seront mortes et ne transmettront pas. Il y avait un peu un truc comme ça qui reposait sur le fait qu'il y a une sorte d'amnésie à nouveau générationnelle qui allait se faire et qui allait favoriser l'implantation de cette énergie-là, quoi. Moi, du coup, c'était une question par rapport au livre que vous avez mis comme base sur l'éthique du coup de la création et moi, je me posais la question sur comment vous placez votre travail par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression du coup de brasser du vent et de juste non mais dans la parce que d'après ce que j'ai compris sur le livre, c'est comment est-ce que les moyens que je mets en place pour essayer de dénoncer quelque chose, au final, font juste le dénoncer et rien ne bouge et
Enfin, voilà, juste comment vous vous êtes placé. Non, mais en fait, nous, quand on pense ce livre, mais alors là, je vous parle. En fait, ce projet, très honnêtement, il a quasiment rien reçu comme argent. En fait, on est en train d'investir. Donc, en fait, c'est aussi pour moi que c'est difficile d'imaginer le faire vivre tel que je le rêve dans l'idéal. Mais en fait, souvent, quand on pense à ce projet dans sa globalité, nous, ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, ça serait pas juste arrive sur le marché ce film et ce livre, mais plutôt, en fait, on organise une sorte de tournée mondiale ou en tout cas nationale où en fait on vient présenter ce livre et on vient présenter ce film, on crée des moments de discussion autour de ça et que ce soit pas des moments un peu seulement froids comme ça de galerie d'art, mais qu'en fait ce soit aussi des moments un peu de discussion qu'on espère apporter à des endroits qui ne sont pas que des endroits de lutte antinucléaire où du coup les gens sont déjà acquis à la cause. Et bah ça fait partie des raisons pour le. Enfin, en fait, on a reçu une aide du réseau Sortir du nucléaire qui s'engage à normalement nous aider à la diffusion de ce livre-là, qui du coup nous permettrait d'avoir des conversations réelles et pas seulement formelles avec des personnes qui, je pense, à l'heure actuelle, sont tout à fait convaincues que l'énergie atomique, on a tout intérêt à la poursuivre parce que c'est décarboné et que de toute manière tout va dans le sens de ce genre de discours, quoi. Donc en fait, nous, l'édition, on l'a pensé vraiment comme vraiment pour nous, c'est un outil d'éducation populaire. C'est vraiment ça. Enfin, du coup, oui, à la croisée de l'éducation populaire, de la création artistique. Mais moi, très honnêtement, je crois que j'ai très très peur souvent de dire que c'est l'éducation populaire parce que je sais très bien que ça me ferme des portes d'institutions artistiques, clairement. Et le fait aussi que ce soit un projet militant, ça joue sur le fait que je m'inquiète de la capacité de diffusion de ce projet à l'intérieur d'autres sphères qui ne seraient pas des sphères militantes. Voilà. Merci.